pourquoi les femmes ont été totalement éliminées de l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, les idées qui font le monde, les idées qui font société. Bah, il y a très peu de femmes. Voilà, il y a très peu de femmes et on va essayer de réfléchir à ça. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée un peu originale. Hein, où sont les femmes dans l'histoire des idées, les héroïnes de la philosophie, parce qu'elles existent. Hein. Et il y a des penseuses, il y a des philosophes femmes qui sont extraordinaires, d'autant plus, je dirais, qu'elles ont été complètement mises de côté par l'histoire, que c'était très dur pendant de très longues périodes, des centaines d'années, pour une femme de percer, voilà, d'avoir un nom dans l'histoire des idées, dans la bataille des idées, dans les débats politiques. C'était excessivement dur. Elle n'avait pas accès à l'éducation. Elle devait s'occuper du ménage, de la famille, etc. Et jusqu'à très récemment encore, l'image de la philosophie est encore, même aujourd'hui, je dirais, réservée aux hommes. Vladimir Yankelevitch, bien que dans un interview dans les années 70, quand on lui dit mais alors pourquoi il y a si peu de femmes philosophes et pourquoi vous citez si peu de femmes intellectuelles, et ben il dit moi je suis pour qu'on ouvre à tout, hein. Bien sûr les femmes elles ont le droit de venir, mais quand même il y a le ménage, qu'est-ce que ça va devenir, les familles, les enfants, l'éducation des enfants, franchement si les femmes philosophes. Yankelevitch qui est un esprit résistant, éclairé, lumineux, voilà qui est un de mes héros de la philo, et ben même lui il tombe un peu dans ce travers de genre, voilà, on va dire aujourd'hui. Et donc on voit bien que même dans les esprits les plus éclairés, ça reste encore compliqué. La femme qui se met à penser le monde, à remettre en question les choses. L'homme qui remet en question, c'est super, hein, on adore ça, la capacité d'inventer, d'être génial, d'avoir des idées. Mais la femme, bon, il y a déjà les gosses, hein, dans l'idée un peu conservatrice, réactionnaire. Olympe de Gouges, voilà, on en cite quelques-unes. Olympe de Gouges, on la connaît depuis peu, en fait, depuis la réédition des droits des femmes. Il y a les droits de l'homme, et ben elle a écrit les droits des femmes, mais en fait, son œuvre, on la connaît pas. À part ce petit fascicule pas cher qu'on achète à 1 euro et on rigole un peu en disant ouais c'est super ce qu'elle écrit, elle prend le pendant des droits de l'homme en disant ouais, et la femme aussi. Mais en fait elle a une œuvre philosophique qui passe par le théâtre à l'époque où le théâtre était une façon de s'exprimer philosophiquement sur le monde. Donc là vous voyez c'est Olympe de Gouges version aujourd'hui. Parce qu'Olympe de Gouges, si vous regardez sur internet, vous allez voir, elle est comme les femmes du XVIIIe siècle, perruque grise, le visage reformé en fonction des critères de beauté de l'époque, donc la bouche comme ça, hein, toute blanche de peau, hein, avec plein de poudre. Donc ça, c'est l'Olympe de Gouges que vous trouverez sur internet si vous tapez Olympe de Gouges. Franchement, ça fait vieux, c'est toujours des dessins, il n'y avait pas de photographie à l'époque, donc on a affaire à des tableaux, à des dessins. Franchement, ça nous parle pas trop, ça nous l'éloigne. On a l'impression vraiment d'une entité abstraite du passé. Ce que je me suis amusé à faire là pour cette photo, en fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Je m'amuse beaucoup avec, et donc c'est une intelligence artificielle et d'utiliser tous les documents qu'on a relatant la beauté, parce que c'était une des philosophes les plus belles qu'on ait jamais eues. Attention, hein, je tombe pas dans le critère sexiste. Pour être philosophe femme, faut être belle, hein, surtout pas. Hein, moi, je m'en fiche. Mais il se trouve qu'Olympe de Gouges était réputée pour sa beauté. Une fille du Sud, qui vient de Montauban, une fille occitane, voilà, qui parle avec l'accent, qui monte à Paris pour l'ambition avec son fils, pour faire carrière, hein, dans le théâtre notamment. Voilà, une fois qu'elle est débarrassée, qu'elle est veuve, je crois, à 20 ans, voilà, elle aimait pas son mari, et tout d'un coup, c'est la liberté. C'était compliqué aux femmes à l'époque de ne pas être connectées à un homme de près ou de loin, hein, elles étaient un peu mineures, hein. Et Olympe de Gouges, en fait, on l'a décrit comme voilà ce que ça donne. Voilà. Si elle était aujourd'hui, Olympe de Gouges, selon les critères de beauté, si on pouvait moderniser un tout petit peu sa représentation, et si on l'avait aujourd'hui, une Olympe de Gouges 2021, voilà la tête qu'elle aurait. Voilà, elle est sympathique. On a envie de la lire là, tout d'un coup. On a envie. Non, attends, comprenez bien ce que je dis. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce que s'exprime à travers ce regard une humanité que des tableaux poudrés du XVIIIe siècle ne nous donnent pas. Hein. Tout d'un coup, si on se dit ah bah c'est ça, Olympe de Gouges, j'ai fait pareil avec Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Tout d'un coup, Rousseau, on a l'impression qu'on peut le croiser dans le bar du coin et taper la discute avec Rousseau. C'est plus Rousseau avec sa perruque grise, lointain. Non, il est là. C'est un être humain comme nous. Et ben, je trouve que c'est important ce travail. Ça demande un temps fou, hein, avec ce travail-là m'a demandé un temps fou.
Comment j'ai procédé? Quel programme? Ouais, bah non, je vais pas te donner. Je vais pas te donner ma combine, hein. Non, non, ça c'est pas possible. Je peux pas te donner. C'est secret professionnel. Une photo comme ça, c'est de la folie. Attendez, les amis, là, je vous apporte animation, tout ça. Quel Twitcher de fou. Merci Aston Marty. Merci Marty, trop cool. Voilà, Montpellier, Toulouse, big up. On a une philosophe femme et voilà la tronche qu'elle a. Elle est française. C'est la première qui s'est dit, attendez, l'esclavagisme là, c'est quoi ce délire? C'est la première. Les mecs, ils étaient entre eux. Bon, il y avait des sociétés abolitionnistes entre hommes, hein, en club cigare, club Armagnac, voilà, entre couilles, quoi. On se met entre couilles, on pense le monde et on dit non, franchement, l'esclavage des nègres, à l'époque on les appelait comme ça, c'est franchement difficile. Ça, c'est une minorité. La plupart des mecs, ils sont très contents, ils font leur beurre grâce à la traite, grâce à l'esclavage. Voilà, il faut bien que des êtres humains coupent la canne à sucre. On se fait plein de fric avec la canne à sucre. À l'époque, c'est de la folie. Elle est anti-esclavagiste. Elle met en scène dans son théâtre des noirs qui sont exactement, qui ont des rôles comme les rôles de blancs. C'est pas le noir banania, c'est pas le noir qui est la caricature du bon petit noir qu'on a encore chez Tintin, enfin chez Hergé dans les années 30. Non, elle dit, ce sont des noirs, mais en fait ils philosophent, ils ont de l'émotion exactement comme les blancs. C'est révolutionnaire. Donc Olympe de Gouges, elle n'est pas seulement le droit des femmes, féministes, comme tous les philosophes d'ailleurs, toutes les philosophes femmes sont forcément féministes vu qu'elles en prennent plein la gueule à cause de leur statut de femme, hein, et Napoléon n'a pas arrangé les choses, et puisqu'il a fait de la femme une femme mineure, il supportait pas que les femmes fassent de la politique, il disait la place des femmes c'est au foyer et arrêtez de vous intéresser à la vie des idées, au débat politique. Ce mec était vraiment, pour les femmes, le code civil en 1804, il met dans le code civil l'idée du devoir conjugal. Donc non seulement vous vous mariez, vous coltinez un mec toute votre vie, mais en plus il a le droit de vous violer. Ça fait partie du devoir. Vous avez le devoir d'écarter les jambes si monsieur a un besoin. Ça c'est Napoléon. On a fêté le bicentenaire de sa mort. Ça c'est Napoléon en 1804. Autant vous dire que les femmes un peu intellectuelles de l'époque, elles ont pris Napoléon, elles l'ont shooté intellectuellement. Et la plus grande shooteuse, c'est Madame de Staël, on va en parler après, je lis vos commentaires. La faute à Rousseau, l'IA dans le premier Twitch, bien sûr qu'il y a de l'IA les amis. Hein, parce que cette femme-là que vous voyez là n'existe pas, hein, c'est une IA qui a composé ce visage mes amis. Hein. Donc n'allez pas la chercher avec de la reconnaissance, cette photo est unique, c'est ma putain de propriété intellectuelle les amis. Non, je vous le donne, allez, vous faites. Ce que tu disais, les hommes ont peur des femmes, évidemment qu'ils ont peur des femmes, parce que s'il y a bien une injustice qui nous permet de faire de la compétition entre nous les hommes, en évacuant 50% de la population, bah c'est le sexisme. Dans le sexisme, grâce au sexisme, minorer les femmes, elles ont besoin du mari pour travailler, de l'autorisation du mari, elles ne vont pas à l'école, elles sont vouées aux tâches domestiques, et en plus le devoir conjugal là-dedans, elles n'ont plus le droit de divorce. Après la Révolution française, le divorce est possible. En 1816, Napoléon dit, bah non, finalement, elles n'ont plus le droit de divorcer, c'est terminé. Vous imaginez les violences conjugales qui ont eu lieu. Évidemment, les intellectuels là-dedans, femmes, on dit mais ce mec est fou, ce mec il faut le bousiller. Et là ce qu'on a eu avec Emmanuel Macron vantant les mérites éternels de Napoléon, enfin je veux dire à un moment tu redescends d'un cran, le mec il a rétabli l'esclavagisme, le mec il a mis la minorité des femmes dans le code civil, on peut pas l'applaudir, c'est juste un putschiste, un mec qui a fait, c'est un anti-républicain de première, arrêtons quoi, descendons un tout petit peu, vous voyez. Donc évidemment que les hommes ont peur des femmes, parce que tout d'un coup, il y a 50% de l'humanité qui était vraiment pas du tout rivale avec nous les hommes, hein, les intellectuelles femmes dégagent, voilà, elles n'ont pas leur mot à dire sur la marche de la société, imagine si elles ont leur mot à dire. Imagine si elles réalisent cette hantise qu'avait Napoléon de s'occuper de politique. Évidemment que ça fait peur. Ça, c'est une première raison. C'est-à-dire que notre système de communautarisme masculin, sauf les féministes qui résistent, hein, comme votre serviteur, qui cite des femmes volontairement et qui va chercher des intellectuelles femmes, et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, quand Alice Coffin, elle dit franchement, les mecs, j'en ai ras-le-bol de les lire, maintenant je lis des femmes parce que ça va, les mecs, on a fait le tour, bah, je trouve qu'elle est provocante, mais elle dit un truc vrai, quoi. À un moment, il va falloir s'intéresser au travail des femmes si on se dit féministe. C'est évident. Mais la deuxième raison, hyper importante, c'est que, bien sûr, ça fait 50% de moins d'adversaires en moins, mais aussi parce qu'il y a des idées différentes. Parce que les femmes, de par le statut social qu'on leur a donné pendant des siècles, elles subissent l'injustice.
et elles ont une conscience hyper aiguë de ce que c'est l'injustice. Donc non seulement elles se mettent à philosopher, on n'aime pas la concurrence, mais en plus dans le contenu de leur philosophie. Leur philosophie, c'est pas pour faire les jolis en société, c'est pas pour charmer le monde avec de la rhétorique foireuse. Leur philosophie, c'est pas pour écrire des livres en disant « Regarde, j'ai écrit un livre, j'en suis à mon 3e livre ». C'est pas prout-prout, c'est pas snob. Quand les femmes se mettent à écrire et qu'elles ont franchi tous les obstacles pour arriver à ce level où tout d'un coup elles sont capables d'être éditées parce qu'elles sont entendues, le contenu de leur œuvre, c'est de la bombe atomique. Le contenu de leur œuvre, c'est les injustices, je te les flingue. Donc c'est des snipeuses philosophes. Donc on a peur des femmes doublement. On a peur des femmes parce que si elles arrivent, bah, ça fait plus de concurrence. Et on a peur des femmes parce que le contenu de leur pensée est beaucoup plus juste. C'est toujours ces deux choses. Moins il y a de femmes, plus on est entre nous, donc moins il y a de concurrence. Mais en plus, le contenu des femmes, quand elles percent toutes les barrières, bah, il fait trop peur parce qu'il est trop bon. Il nous renvoie, nous, hommes, à notre arrogance, notre fatuité, notre façon d'utiliser la culture pour vanter nos mérites personnels. Alors que les femmes, elles n'utilisent pas la culture pour ça. Si elles sont arrivées à être entendues, elles n'ont pas envie de frimer, elles ont envie de changer les lignes. Elles sont beaucoup plus authentiques et sincères dans leur combat quand elles arrivent à franchir, en général, hein, il y a toujours des exceptions, quand elles arrivent à franchir ces portes. Prenons par exemple Simone de Beauvoir. Vous savez très bien que c'était la compagne de Sartre, compagne plutôt de philosophie que compagne sensuelle, même si voilà, on se demande. Mais Simone de Beauvoir n'a pas du tout le même traitement. On parle vraiment d'une femme qui a révolutionné la philosophie. Hein. Simone de Beauvoir, c'est pas du tout mineur. Elle est, pour moi, de mon point de vue, beaucoup plus importante que Sartre. Hein. On est encore en train de dire que Sartre, c'est le philosophe, et Simone de Beauvoir a fait un livre qui s'appelle Le deuxième sexe, un truc féministe, voilà. Non, pas du tout. Dans mon parcours universitaire, et également dans les manuels quand vous êtes prof, Simone de Beauvoir, c'est peanuts. Sartre, il est tout le temps au bac. C'est quelqu'un qui est donné au bac. Vous avez des textes au bac, vous êtes peut-être tombé au baccalauréat de philo, sur un texte de Jean-Paul Sartre. Il est canonisé par l'université, canonisé par l'institution. Jean-Paul Sartre, c'est le philosophe français. Simone de Beauvoir, vous ne tombez pas sur elle. Vous tombez sur elle que parce que, ah oui, Sartre avait une copine, elle s'appelait Simone, et puis voilà. Non. C'est hallucinant. Donc. Et quand vous avez le Nouvel Observateur, donc un journal de gauche modérée, tout à fait correct, qui donne le ton un peu de ce que doit être la gauche modérée, le Nouvel Observateur, lorsqu'il fait sa une sur Simone de Beauvoir, il la fout à poil. Vous avez Simone de Beauvoir à poil retouchée sur Photoshop. Le Nouvel Observateur. Imaginez Sartre à poil. Imaginez le Nouvel Obs faisant sa une sur Jean-Paul Sartre tout nu avec ses petits bourrelets. Voilà. Non mais vous voyez la différence. Hein. Donc c'est un très bon exemple, Simone de Beauvoir. Elle a écrit Une mort si douce, un superbe livre qui dénonce le corps médical, comme quoi les soins palliatifs, ben, on en a besoin. Atténuer la souffrance, ça fait partie de l'acte médical. Et à l'époque, en tout cas, ça s'est sûrement amélioré, j'espère. C'était vraiment, on touchait pas au corps médical et on ne critiquait pas ça. Donc même là, elle était extrêmement en avance, Simone de Beauvoir. Sartre était à des années-lumière de toutes ces problématiques-là. Dans son journal, à 18 ans, elle dit ça, j'accepte la grande aventure d'être moi, que c'est beau. Et à 15 ans, elle dit, moi, je serai écrivaine. Zanta, Z-A-N-T-A. Elle est intéressante. C'est la première femme qui a une thèse de philosophie. On est en 1914. Et elle fait la une des journaux. Léontine Zanta, première femme philosophe. Elle est promise à un avenir de conférence dans toute l'Europe. Et la Sorbonne éclate, il y a une affluence. C'est un exploit sportif absolu. Léontine Zanta. Qui connaît aujourd'hui Léontine Zanta? Personne. Elle n'est citée nulle part. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas pu suivre la voie académique, elle n'a pas pu être prof à la Sorbonne parce que bon, faut pas exagérer. Déjà t'as une thèse de philo, ça suffit, ma fille. Donc elle se fait évidemment évincer alors qu'elle voulait. Hein, elle se fait évincer de tout ça, mais elle fait la une des journaux. Vous avez des journaux, une femme philosophe, c'est incroyable, c'est démentiel. Je vous rappelle que en 1880, les femmes sont interdites d'études philosophiques. Hein, faut quand même vous rappeler ça. Lorsque vous avez l'éducation pour les garçons et pour les filles n'ont pas le droit à la philo. C'est la loi Camille C. Les filles n'ont pas le droit à la philo parce que, écoutez bien l'argument, il est génial. Les garçons pour leur bac auront la philo, pas les filles. Pourquoi? Parce qu'un mari, quand il rentre du boulot, il a vraiment autre chose à faire que d'entendre sa femme philosopher et regarder les astres. Hein, parce que le philosophe, c'est celui qui s'interroge sur tout, y compris sur l'univers. Alors imaginez, vous rentrez d'une journée de boulot, et votre femme, qui a eu le malheur de faire philo,
et ben elle se retrouve avec la longue vue là, avec les lunettes, à observer les astres, à se prendre pour Newton, à remettre en question le ménage, pourquoi l'amour, pourquoi le couple. Et donc voilà, donc on a simplement en 1880 dans l'éducation française, alors que la philosophie était le sommet de l'éducation du jeune citoyen français mâle, hein, vraiment la philo c'était la classe de couronnement. Enfin, tu vas avoir le jugement critique, tu vas pouvoir comprendre la vie et le monde. Et ben les femmes, non, les femmes, non, ça va. Le couture, si vous voulez, ménage, mais les philo vous interdit. Loi Camille Say, 1880. Autant vous dire que quand Léontine Zanta arrive et se trouve, c'était la seule de toute sa promotion, il n'y avait pas une femme, sa vie est géniale, on va pas en parler trop parce qu'on entrerait trop dedans, ou alors on consacre un épisode à ça, mais son père l'éduque comme un fils. En général, c'est ça. Hein, les femmes qui deviennent philosophes, en général, avant que la philosophie soit autorisée pour les femmes, c'est un père qui voulait tellement un fils que quand il a eu une fille, eh ben, il lui a donné une éducation de fils. Voilà. Donc c'est à chaque fois ça. Donc le père dit ouais, j'aurai un fils, youpi, j'aurai un fils, bam, c'est une fille. Ouais. Léontine, on va t'appeler, mais en fait, je vais t'éduquer comme un mec. Donc, je vais t'apprendre le latin, je vais t'apprendre, pour Léontine, des humanités. Et on se retrouve avec une nana qui du coup croise un ami de la famille, Gabriel Seaille, un superbe philosophe, magnifique. C'est celui qui invente les universités populaires en 1899. Hein, on n'a pas attendu Onfray pour les universités populaires. 1899. Et Gabriel Seaille lui dit à Léontine, bah, t'as l'air pas bête, viens suivre mes cours, viens assister aux cours. Elle le fait, c'est la seule femme. Et elle commence à avoir une licence à 26 ans. Et à 42 ans, bam, thèse de philosophie. Bam! À l'époque, une thèse, c'était tu deviens philosophe. Hein. Ça avait beaucoup plus de poids que maintenant. Voilà! Elle fait la une des journaux, c'est la star. Et puis, elle n'arrive pas à percer parce que le club philosophe cigare lui dit, bah non, désolé, on peut pas non plus recevoir une éducation par une philosophe femme, c'est pas possible. Nous recommandes-tu de lire Zanta, quel texte? Alors, Zanta, elle a beaucoup écrit et ils sont pas publiés ces textes. Tu vas galérer dans Gallica. Gallica, c'est le site de la BNF où vous avez tous les livres. Hein. C'est comme ça que moi je lis maintenant. Hein. Des livres qui sont plus édités. Je vais bien sûr en bibliothèque, mais avec le confinement c'était compliqué. Donc Gallica m'a sauvé la vie. Hein. Gallica, vous tapez Gallica, vous avez accès à tous les livres, toutes les correspondances publiées au siècle précédent. Donc elle a des articles, et d'ailleurs si tu peux les récupérer, je les éditerai volontiers. Elle a des superbes articles, elle fait la une des journaux, ces articles, voilà, elle écrit dans pas mal de magazines. Après, elle a des textes, elle invente un personnage dans ses romans philosophiques, sorte de conte philosophique. C'est le personnage de l'étudiante en philosophie, qu'elle a bien connu puisque c'était elle. Donc c'est l'histoire donc d'une étudiante en philosophie qui s'interroge sur le monde. C'est vachement sympa. Et sur YouTube, tu as des gens qui se sont amusés à lire ces livres. Donc tu as 6 heures de Léontine Zanta, t'entres dans l'histoire. C'est des livres audio, tu vois. T'as même pas besoin de le lire. On te fait la lecture. Donc là, c'est l'été. Vous êtes peut-être à la plage, les amis. Éclatez-vous à écouter 6 heures un livre de Léontine Zanta sur YouTube. Vous le trouverez très facilement. Voilà notre très chère Germaine de Staël. Regardez ce que dit Napoléon Ier d'elle. Napoléon, je vous le rappelle, dont on vient de fêter le bicentenaire de la mort. Napoléon, dont j'ai dit tout le bien que je pensais de lui. Et Napoléon, qui a fait parler et jaser tous les éditorialistes et les zémouriens. Et Napoléon, qui avait un seul ennemi sur cette terre, c'est une philosophe femme. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler dans cette célébration du bicentenaire? Est-ce que vous avez entendu parler de Germaine de Staël, l'ennemi de Napoléon, hein, la philosophe francophone, elle était suisse, française, voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Voilà ce que disait Napoléon. J'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Vous avez vu cette phrase-là? Est-ce que vous l'avez entendu parler pendant le bicentenaire? On l'a effacée. Elle est extraordinaire. Elle a écrit des romans, des grands succès. Elle a écrit De l'Allemagne, où elle raconte la philosophie allemande qu'elle découvre. C'est elle qui découvre Kant. C'est elle qui nous amène, alors que la philosophie française était moribonde ou complètement soumise à l'empereur, comme son amant, Benjamin Constant, qui au début était un peu contre Napoléon. Ouais, Napoléon, c'est un dictateur. Et puis Napoléon lui a dit, écoute mon petit, je vais t'offrir des médailles et un poste. Et tu seras reconnu parce que je sais que tu es assoiffé de célébrité. Et là, l'amant de Madame de Staël, Benjamin Constant, là il dit oh oui, et voilà un petit philosophe retourné comme une crêpe
par sa propre vanité, son propre orgueil. Napoléon qui a du flair, dit celui-là, je vais l'acheter en 2 secondes, il lui donne 2-3 titres, une médaille en chocolat, et c'est bon, on a Benjamin Constant qui trahit la cause philosophique. Tandis que Madame de Staël, elle est bannie par Napoléon. Ce qui rigole pas, hein, quand vous avez un empereur qui dit j'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre, Madame de Staël, il rigole pas, c'est pas une phrase pour faire joli. Il lui fait la misère. Dès qu'elle sortait un livre à l'étranger, le mec, il s'arrachait les cheveux. Il devenait dingue. Il disait, elle parle que de moi. Il était parano, le mec. Mais évidemment, c'était une femme qui s'occupait de politique aussi. C'est l'ennemi number one. Une femme philosophe dont personne ne parle en France. On fait de la philosophie en terminale, même les profs ne savent même pas ce qu'elle a dans le ventre, vous voyez. C'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique quand on voit la puissance de ces femmes-là. Éradiquées, on la cite plus, etc. Hein? Je suis énervé là, vous voyez. Mais vous allez me calmer, les amis. Dans un système où la femme doit être minorée, doit être sous tutelle, eh bien la femme philosophe, c'est le scandale absolu. C'est-à-dire la nana, elle va se mêler de ce qui normalement ne devrait pas la regarder, la marche du monde, la politique et la bêtise masculine. Parce qu'évidemment, autant vous dire, toutes les femmes philosophes, si on entend que la philosophie c'est combattre un peu les injustices, toutes les femmes philosophes sont évidemment féministes. Pas que, Madame de Staël n'est pas que féministe, elle a écrit par exemple des réflexions sur le suicide qui sont magistrales, elle en peut plus, Napoléon la bannit de France, la bannit, lui fait la misère, la poursuit, donc elle traverse l'Europe en guerre, et elle sait plus où aller, elle est complètement mal, elle dit je vais me flinguer. À un moment, elle se dit mais je suis quand même philosophe, je vais quand même réfléchir de pourquoi je veux me flinguer. Et elle commence à écrire Réflexions sur le suicide. Bien avant que les philosophes se soient emparés de la question, je parle pas des philosophes grecs qui faisaient du suicide une sorte de... Voilà, ils s'en fichaient puisque l'âme était immortelle, donc le suicide on s'en fout. Je parle vraiment des philosophes modernes. C'est la première qui aborde le suicide avant Durkheim, avant Émile Durkheim, le sociologue qui écrit un livre sur le suicide, avant Camus, etc. Et elle écrit des pages magistrales où en fait ce qu'elle dit c'est que la vie est tragique, la vie est dure, mais c'est ce qui donne du sens à la vie. La difficulté de la vie nous amène à une raison solaire et il faut accepter ce tragique. Ça vous fait penser à quelqu'un, je le sais, ça vous fait penser à Nietzsche, un Nietzsche qui dit ça. Mais Nietzsche, en fait, il a tout pompé à Madame de Staël, en fait. La mort fati de Nietzsche, c'est plagiat. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, il n'y a pas que l'effet Mathilda. Vous savez, quand des femmes intellectuelles aident leur mari et après il y a que leur mari qui prennent les médailles en chocolat. C'est un truc, on appelle ça l'effet Mathilda. Même Einstein, il y a de l'effet Mathilda dans Einstein puisqu'il sa compagne était vraiment très très intéressante et l'a beaucoup aidé. Vous avez ça partout, y compris chez les philosophes, hein, les Condorcet avec Sophie de Grouchy et plein d'autres. Hein. Voire même Beauvoir. Hein. Je ne sais pas s'il y a un effet Mathilda de Sartre à Beauvoir, de Beauvoir à Sartre. Donc il n'y a pas que l'effet Mathilda. Il y a aussi l'idée très simple, c'est que on utilise les femmes n'étant pas citées puisqu'il y a un féminicide citationnel en philosophie, eh bien on peut leur pomper leurs idées. On peut juste leur pomper leurs idées. Et donc Nietzsche, évidemment, il a pompé, elle était traduite, hein, et il lisait bien français, et il a évidemment pompé Madame de Staël. Vous avez ce phénomène partout. Vous avez Émilie du Châtelet qui est pompée par Kant. Hein, vous en avez plein d'autres. Hein. Ils lisent et ils pompent. Tiens, ça, je vais le prendre, etc. Donc ça, c'est encore un autre chapitre qu'il faudra qu'on aborde. Et c'est un chapitre aussi passionnant. Pour de Staël, il y a une petite anecdote assez cocasse. Elle se retrouve donc à devoir fuir la France. Et elle arrive à Metz. Metz, c'était pour aller en Allemagne. Hein. C'était en attendant. Elle se retrouve à l'hôtel. Son ami Charles de Villiers est là. Un mec brillantissime, super, qui lui dit c'est bien, tu vas pouvoir fuir en Allemagne, c'est bien. Et dans ce magnifique hôtel de Metz, qui existe encore, elle va séjourner, elle devrait séjourner 2-3 jours, mais le mec est tellement génial, il est tellement super ce Charles de Villiers que du coup elle a envie de l'emmener avec lui, donc elle arrête pas de lui dire viens en Allemagne avec moi. Et ce Charles de Villiers, il est avec une nana, il a une copine, Dorothea, qui est la première femme allemande philosophe, hein, et qui est super belle, voilà. Germaine de Staël n'est pas belle, mais par contre elle est enthousiaste et elle a une conversation délicieuse, mais elle est moins belle. Et là on parle vraiment de beauté, voilà, le mec il est avec cette meuf, Dorothea, et pendant 12 jours et 16 heures, c'est Dorothea qui, parce qu'elle en peut plus, parce que du coup il y a une rivalité, Charles de Villiers il se retrouve avec sa Dorothea Schlosser, donc sa copine en fait, il accueille cette Germaine de Staël qui est super passionnante, une conversation de dingue, et il se retrouve à essayer à être tiraillé. Alors
Germaine de Staël est sans pitié, elle traite Dorothea de grosse allemande, elle lui dit alors ta grosse allemande elle est où? Enfin, vous imaginez la rivalité féminine de l'époque, et Dorothea elle se mure un peu dans la tristesse, voilà. Et du coup pendant 12 jours c'est la guerre, je trouve que ça mériterait presque une pièce de théâtre, c'est le game de dingue, où t'as le mec qui est au milieu des deux qui s'échappent et qui sont au sommet de l'intelligence de l'époque, voilà, deux femmes philosophes, deux femmes super philosophes, le mec, il a dû vivre 12 jours assez spectaculaires en termes de discussion, en termes de rivalité intellectuelle. J'aurais trop adoré enregistrer ça et twitcher ce moment incroyable de l'automne 1803. C'était incroyable. Et puis au bout de 12 jours et 16 heures, Germaine de Staël gagne l'Allemagne enfin. Mais c'est un petit passage assez sympa. S'il y a bien une matière où on ne peut pas distinguer les engagements personnels de l'individu et puis les écrits philosophiques qui disent il faut faire ça dans la vie, il faut faire ça dans la vie. Donc l'œuvre et la vie en philosophie sont fusionnés. C'est peut-être une belle définition de la philosophie et je vous laisserai là-dessus. Est-ce que la philosophie, c'est pas l'art de faire de sa vie un roman et de son roman sa vie?